Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. La peur de l'accouchement est fréquente et parvenir à s'apaiser pour concentrer toute son énergie le jour de la naissance est essentiel. Vaya raconte son chemin vers un accouchement physiologique. Les récits de ses amis ont eu une importance capitale dans la création de son projet de naissance. Ces échanges l'ont aidé à nourrir ce souhait malgré ses peurs de l'accouchement. Grâce à son accompagnement en maison de naissance et ses lectures, elle trouve la confiance nécessaire pour vivre cette aventure. L'accouchement démarre fort, mais Vaya et son compagnon prennent un moment pour savourer ensemble une dernière danse et un dernier lever de soleil avant de se rendre à la maison de naissance. Arrivés sur place, ils recréent leur bulle intime avec de la musique et une ambiance apaisante pour se préparer à l'arrivée de leur bébé. Après une phase intense de désespérance, Vaya vit finalement une arrivée magique de son enfant, faisant de son accouchement une douce expérience. Aujourd'hui, Vaya nous raconte son histoire. Bonjour Vaya. Bonjour Capucine, bonjour Julie. Bonjour Vaea, bienvenue à notre micro. Merci. Merci d'avoir accepté de venir partager ton histoire à notre micro. On est contente de te recevoir aujourd'hui et de recueillir ton récit. Mais avant de commencer, nous allons te demander de te présenter. Alors je m'appelle Vaya, j'ai 33 ans, j'habite à Tahiti et je suis négociatrice en immobilier et j'ai ma petite famille, mon petit bébé que je viens d'avoir au mois d'août l'année dernière, mon chéri et notre chat. Bien, merci. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? J'ai accouché à la maison de naissance Tumuora à Tahiti. Et avant de parler de ton vécu, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Une maison de naissance, c'est un endroit où on peut accoucher comme à la maison, mais juste à côté de l'hôpital. Donc s'il y a le moindre souci, on peut aller à l'hôpital. Merci pour ta définition. On va parler aujourd'hui de ton expérience en maison de naissance, mais aussi de ce moment de vie si spécial qu'est l'accouchement. Et donc pour commencer, on va aller un petit peu avant ton histoire d'accouchement pour remonter au moment où t'es venu l'idée et l'envie d'accouchement physiologique. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de toi ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a été inspiré par des lectures, des récits, des discussions que t'as pu avoir ? C'était par des lectures au départ. Quand je suis tombée enceinte, je voulais acheter le livre de Laurence Pernoud, comme tout le monde. Et en fait, il n'était pas disponible ici. Et la libraire m'a proposé un autre livre, qui s'appelle Attendre bébé autrement. Et ça parlait beaucoup d'accouchement physiologique. Et en lisant, j'en ai parlé avec mes copines. Et c'est vrai que j'ai une copine qui a eu la chance aussi d'accoucher en physio en métropole. Et elle me dit, si j'avais su que ça existait pour ma première fille, je l'aurais fait comme ça. Et donc forcément, en discutant, ça donne envie. Ça donne envie d'avoir un accouchement qui respecte la façon dont le corps est fait et la façon dont le corps est fait pour accoucher aussi. Ouais. Du coup, après ces lectures et après cet échange avec cette amie, t'as eu vraiment envie d'avoir un accouchement physiologique, comme tu dis, en fait, dans l'idée de respecter le corps et son fonctionnement. Et comment tu as connu les maisons de naissance, en fait ? Parce qu'on peut aborder un accouchement physiologique dans d'autres lieux que les maisons de naissance. Qu'est-ce qui t'a amené à te renseigner sur Tumuora ? Mais en fait, je pensais pouvoir accoucher de façon physiologique avec l'obstétricien qui me suivait. Et ce qui m'a poussée vraiment à pousser la porte de la maison de naissance, puisque j'en avais déjà entendu parler, quand ça a ouvert, il se passe pas grand-chose ici. Et quand il y a des choses qui arrivent, des nouveaux événements, des ouvertures de quoi que ce soit un restaurant ou une maison de naissance, on en parle beaucoup dans la presse. Et donc quand ça a ouvert la maison de naissance, on savait tous que ça existait puisque on en avait beaucoup parlé dans la presse à ce moment-là. D'accord. Et donc quand j'en avais parlé avec mon obstétricien
l'époque, donc c'était au premier trimestre de la grossesse, et je lui dis ah ben qu'est-ce que t'en penses, accouchement physiologique? Et là il me regarde droit dans les yeux et il me dit et pourquoi pas accoucher dans une étable? Ah oui. Ok. Voilà. Du coup, il y avait déjà un point qui me plaisait pas forcément dans son suivi avec lui, où il était très à cheval sur le poids. Et tu dis bah en fait, moi je vais grossir. De toute façon, que je m'en joue pas, il y a un bébé qui va grandir dans mon ventre, je vais grossir, donc on va pas être à 500 grammes près. Donc ça m'avait déjà énervée, et surtout la façon dont il m'a répondu, je suis sortie du rendez-vous en pleurant. Oh bah oui. Oui, je Et comprends. donc comme il m'avait prescrit de l'acide folique Oui. et des vitamines de grossesse, j'étais partie à la pharmacie, toujours en pleurant, et la pharmacienne me regarde et me dit mais tu sais, t'es pas obligée de rester avec un professionnel qui ne te convient pas. Elle a raison. Et donc c'est comme ça, Merci à la pharmacienne. c'est comme ça que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Toumora, prendre rendez-vous et visiter la maison de naissance. C'est intéressant ce que tu dis, que finalement quand il se passe quelque chose à Tahiti, ben, ça fait beaucoup écho dans la presse. Quelle image tu t'étais faite avant de rentrer plus dans le processus de ton suivi une fois que tu as su que tu étais enceinte, mais vraiment les premières impressions que tu as eues, l'image que tu t'étais faite de ce lieu quand justement tu avais entendu parler de ça pour la première fois? Ben, je me suis dit, il y a un endroit cool pour accoucher. J'ai pas forcément fait gaffe parce que à l'époque, quand on n'avait pas de projet d'avoir des enfants, on fait pas forcément attention à ce genre de détails. J'avais pas fait gaffe qu'en fait, c'était un endroit pour accoucher sans assistance médicale. Enfin si, parce qu'il y a des sages-femmes, mais il y a pas de procédure médicale plus que ça pendant l'accouchement. Et en fait, elle est super jolie, la maison. J'avais vu des photos, je sais plus, sur Facebook et je me suis dit bah voilà, il y a un endroit cool avec des personnes cool pour accoucher. Bah, tant mieux. T'as été amené à pousser cette porte. J'imagine qu'à un moment donné aussi, t'en as discuté avec ton conjoint. Comment vous avez abordé ce suivi et quelle a été sa réaction à lui quand tu lui as finalement exprimé ce que tu avais ressenti avec ce rendez-vous dont tu viens de nous parler avec ton obstétricien et la décision que tu avais prise de contacter la maison de naissance? Ben en fait, j'avais commencé à en parler à mon conjoint d'un accouchement physiologique et puis je lui ai dit mais si ma copine elle l'a fait, elle a dit que c'était super bien. En plus, et son mari il est kiné et il lui a dit ben tu verras, tu récupéreras beaucoup mieux puisqu'en fait tu utilises mieux tes muscles aussi au moment de l'accouchement quand tu accouches de façon physiologique. Et je lui ai dit tu verras, je serai pas cassée en deux, ça ira mieux. Et sa réaction, ça a été ouais, encore un truc un peu à ta façon, tu veux jamais faire comme tout le monde. Et en fait, quand je suis revenue en pleurant de mon rendez-vous chez l'obstétricien, il m'a dit on fait ce que tu veux ma chérie, de toute façon, c'est toi qui accouches. Donc on va faire ce que tu as envie de faire. Ouais, c'est une super réaction. Finalement, c'était super soutenant. Ah oui, 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 complètement. Du début à la fin, il est venu à tous les rendez-vous et à toutes les préparations à la naissance. Non, il a été là tout le long. Il s'est finalement très investi dans tout le processus. C'est intéressant que tu parles des consultations et des prépas, justement. J'allais te demander, une fois que tu avais contacté la maison de naissance, est-ce que tu peux nous expliquer le suivi dont tu as bénéficié? C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a eu une première rencontre où tu as pu visiter les locaux, où tu as pu rencontrer pour la première fois une ou des sages-femmes, et puis après nous expliquer un peu plus en détail le rythme des consultations, vraiment ces moments où il y a ou pas d'ailleurs des actes médicaux qui sont pratiqués, des données qui sont recueillies, comment ça se passe en fait un rendez-vous standard mensuel en maison de naissance, et puis après on abordera tout ce qui va être séance de prépa. Alors, quand j'ai appelé, la sage-femme, d'astreinte était, en consultation, donc j'avais dû prendre rendez-vous avec elle pour qu'elle me fasse visiter la maison. Et en visitant la maison, donc elle me montre la chambre, avec la salle de bain attenante, la baignoire. Elle me montre aussi que dans un coin, il y a une piscine, donc on peut aussi accoucher dans une piscine. Mais si tu veux, il y a aussi la cuisine, le salon. Enfin, si tu as envie d'accoucher dans la cuisine, il y a pas de souci non plus. Et c'est fait pour le confort de la maman.
C'est un grand lit et en fait, quand t'entends les copines qui ont accouché à l'hôpital qui disent: «Ah bah papa il a dormi, sur un tout petit fauteuil ou sur une chaise à moitié pliée en 2», là tu te dis: «Cool, on va avoir un grand lit, on peut dormir tranquille», si on peut dormir. Et donc, je voulais garder toutes mes options ouvertes parce que j'étais tellement déçue donc avec le professionnel de santé précédente que j'avais contacté la maison de naissance et une sage-femme libérale à Tahiti qui m'a été conseillée par ma chiropracteur et par plusieurs copines aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que je pouvais faire le suivi avec les deux entités, il n'y avait pas de souci. Et donc, je faisais tout ce qui était contrôle avec échographie chez la sage-femme libérale et tous les entretiens qu'on doit avoir pendant la grossesse, je faisais avec les sages-femmes de Tours. D'accord. Et comment ça se passait, ces consultations mensuelles? C'était quoi un petit peu le déroulé type d'une consultation? Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que t'as jamais vraiment la même sage-femme en face de toi. Le but, c'est que tu rencontres quasiment toutes les sages-femmes de la maison de naissance durant la grossesse. Donc, à chaque entretien, c'était pas forcément la même personne, mais elles étaient toujours bienveillantes, toujours accueillantes et c'était d'abord on s'assied, comment tu vas, comment tu te sens, et papa, comment tu vas, comment tu te sens. Et à chaque fin d'entretien, c'était est-ce que vous avez des questions? Papa, est-ce que tu as des choses que tu veux revoir? Est-ce que tu as... Et ça, c'était vraiment réconfortant parce que quand c'est ton premier enfant, bah, tu sais pas, en fait, ce qu'il Oui. attend. T'as beau lire, tu sais pas ce que c'est. Moi, j'ai envie de te dire, même quand c'est pas le premier, hein. Oui, bah oui, sûr. Oui, du coup, il y a finalement ce repère commun, dans la façon d'aborder, les consultations. Est-ce qu'il y avait des actes médicaux qui étaient, pratiqués par les sages-femmes ou en tout cas proposés? Alors le seul truc, c'était le test urinaire, parce que je faisais la prise de sang toxo à chaque fois avant d'y aller. Donc j'avais forcément les résultats avec moi et on faisait juste le test urinaire, je sais plus pourquoi c'était vraiment, mais c'était le seul truc qu'on faisait. Et puis si on à partir d'un certain moment, je crois que c'est au 5e ou au 6e mois, on commençait à mesurer un peu du nombril, je crois, ou enfin la taille de l'utérus. Je faisais pas vraiment attention à ce qui se passait parce qu'en fait c'était vraiment plus une discussion amicale qu'autre Mmh. chose. Bon, même si mes amis me touchent pas le ventre, mais si en fait pendant la grossesse tu te fais toucher le ventre à chaque fois. Donc. Ça arrive. Et par rapport du coup aux séances de préparation auxquelles tu as fait référence tout à l'heure, tu disais que ton conjoint avait été là donc à toutes les consultations et à ces séances-là aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces séances de préparation, comment elles se sont déroulées? Est-ce que c'était, en même temps ou à la suite d'une consultation? Est-ce que c'était vraiment des instants à part? Est-ce que c'était en individuel? Enfin en individuel, on s'entend, le couple parental ou en groupe avec d'autres, couples. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce contexte et peut-être évoquer, alors je te demande pas de nous retracer, toutes les thématiques, mais peut-être celles qui t'ont paru, vraiment, importantes ou qui t'ont particulièrement marqué pour une raison ou pour une autre? Alors, certaines fois, la préparation, c'était après une consultation. Donc, on commençait dans le cabinet des sages-femmes. Donc, c'est un petit bungalow qui est à part où il y a aussi un lit pour les consultations et une salle de bain pour le test urinaire, c'est quand même pratique. Et ensuite, on déménageait, on prenait toutes nos affaires et on allait dans le salon de la maison de naissance. Les sages-femmes nous avaient proposé, si on voulait des séances justement individuelles ou en groupe. On avait dit que pour la première, on voulait bien juste nous deux parce que il y aurait certainement beaucoup d'informations et en fait, je suis un peu bavarde et j'ai tendance à être assez distraite et du coup voilà, on voulait faire la première que tous les deux et les prochaines en groupe. Et en fait, les créneaux sur lesquels on était disponibles pour faire les cours, je pense qu'il y avait personne d'autre qui était dispo et du coup on a toujours été que tous les deux avec la sage-femme. Et c'est pas plus mal parce que du coup tu prends vraiment le temps d'aborder toutes les questions, toutes les thématiques que t'as pas forcément bien compris ou qui te font flipper et du coup t'as vraiment le temps de reposer les bases. Mmh. Et justement, tu viens de dire, des choses, qui te font peur ou quoi. Est-ce que tu avais des angoisses ou des peurs particulières ou des stress pendant ta grossesse? En fait, je suis tombée enceinte à 32 ans et principalement aussi, bon, déjà il a fallu le temps pour trouver le papa, mais aussi j'avais peur d'être enceinte et j'avais peur d'accoucher.
Et en fait, d'avoir trouvé cette solution d'accouchement physiologique, moi, ce qui me faisait le plus peur, en vrai, c'est l'épisiotomie. Quand j'ai découvert ce que c'était que l'épisiotomie, mais ça m'a dégoûtée et j'étais là: «Mais non, mais c'est pas possible, on va pas me couper, à cet endroit-là et tout» et du coup, bah, accoucher physiologiquement, bah, il y a pas ce problème-là. Enfin, ça peut craquer, oui, mais du coup, si ça craque, beh, ça se cicatrise mieux aussi puisque c'est tout est naturel et donc j'avais peur de ça. J'avais peur du cercle de feu parce que j'en avais entendu parler avant les préparations à la naissance et en fait, la sage-femme qui finalement a été là aussi pour l'accouchement, je l'ai beaucoup aimée tout de suite parce qu'au moment de la visite de la maison de naissance, elle me dit: «Mais pourquoi la maison de naissance?» et je lui dis: «Bah, en fait, c'est simple, l'hôpital, ça me fait flipper. Il y a que des gens malades dedans». Et elle me dit: «Mais en fait, Maya, s'ils étaient pas malades, il y aurait pas d'hôpital» et elle est toujours très directe et au moment où je lui dis: «Bah, le cercle de feu, ça me fait un peu peur et tout, ça va faire mal», elle me dit: «Mais tu t'attends à quoi? Forcément, ça va faire mal. Enfin, il y a un bébé qui va passer, ça peut arriver». C'est très rare que les femmes ne ressentent pas de douleur à ce moment-là, mais en fait, ça va faire mal et quand tu pars du principe que bon, en fait, ça va faire mal et c'est passé. J'appréhendais plus du tout l'accouchement, parce que je savais que j'étais entre de bonnes mains et que ça allait bien se Mmh. passer. J'avais décidé que ça se passerait bien alors. Oui, mais finalement, tu as eu, le cadre rassurant et les personnes, qui ont su accompagner, tes peurs quand tu les as exprimées. Je me demandais, tout à l'heure, tu disais que donc tu avais vu presque à chaque fois une personne différente. Est-ce que tu peux nous dire, à peu près combien elles sont dans la maison de naissance ou en tout cas toi, le nombre de sages-femmes finalement qui t'ont accompagnée tout au long de ta grossesse? Alors il y a les 3 sages-femmes, permanentes. Ça, c'est les sages-femmes qui font, les consultations, les préparations à la naissance et qui seront il y en a forcément une des 3 qui sera là, au moment de l'accouchement et ensuite elles sont 11 sages-femmes, de soutien. Une sage-femme permanente d'astreinte et une sage-femme de soutien d'astreinte. Donc quand tu appelles pour, accoucher, elles sont forcément 2 et elles sont forcément pas loin de la maison de naissance. OK. Elles sont 11 de soutien, mais c'est parce qu'elles sont pas toutes en permanence à la maison de naissance. Elles ont aussi leur cabinet libéral où elles travaillent à la clinique, et elles se rendent disponibles quand elles peuvent. Mais du coup, ce que tu disais, c'est qu'il y a donc 3 sages-femmes, permanentes et tu es sûre d'avoir au moins une de ces 3 là, finalement, le jour de ton accouchement? Oui. OK, je comprends. Tout à l'heure, tu parlais de ton chiropracteur, entre autres. Est-ce que tu as vu d'autres professionnels de la périnatalité ou en tout cas d'autres professionnels qui t'ont accompagné pendant, ta grossesse? Éventuellement pour, le jour de l'accouchement, je pense notamment à une doula ou ce genre de choses. Ou est-ce que vraiment tu n'as été accompagnée, que par les sages-femmes de la maison de naissance et ta sage-femme, libérale qui s'occupait de tout ce qui était, échographie, Alors j'étais suivie par la chiro avant la grossesse et jusqu'à la fin, quasiment jusqu'au 7e mois. La doula, bah, j'ai découvert ce que c'était dans ce livre, Attendre bébé autrement, mais je savais pas qu'il y en avait à Tahiti, je l'ai découvert après. Et puis j'ai pas forcément cherché parce que je trouvais que j'étais déjà tellement bien accompagnée à la maison de naissance et je savais que si au moindre doute, au moindre, souci, je pouvais les appeler, je pouvais me déplacer ou elles pouvaient aussi venir nous voir s'il y avait une consultation dans le coin. Du coup, j'avais pas trop ressenti ça, j'avais pas eu trop besoin, non plus parce qu'on m'avait conseillé plusieurs fois l'acupuncture, mais c'était par rapport au reflux. Au bout d'un moment, tu as le diaphragme qui se ferme plus et puis à chaque fois que tu t'allonges, tu as l'impression qu'il y a tout qui remonte et en fait non. J'ai juste continué à boire de la citronnade et ça finissait par passer et puis je dormais un petit peu la tête surélevée et le seul truc que j'ai apprécié qui m'a tenue à cœur, c'était une, coach, de pilates ici qui proposait du pilates prénatal et en fait, ça m'a permis de garder de la force et de me sentir prête pour le jour de l'accouchement aussi. Parce que j'étais pas forcément convaincue que j'étais prête pour le yoga et je crois que je suis toujours pas parce que j'ai vraiment une souplesse, d'un bâton de bois et le pilates, ça permettait vraiment, de renforcer, les cuisses, les bras, le dos et en fait, elle me dit: «Tes cuisses, ça va être ton meilleur allié» et en fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte qu'à un moment donné, on voit plus ses pieds et on peut plus se pencher en avant pour récupérer des trucs par terre et les squats, ouais,
C'est la base. Mais écoute, c'est parfait, justement. J'allais te demander si avec tout ce que tu venais de nous raconter, tout ce que les différents professionnels et même tes amis ou tes lectures t'ont apporté, est-ce que tu te sentais prête et est-ce que tu considérais avoir tous les outils nécessaires pour aborder ton accouchement? Oui, parce que du coup, on avait vu tous les points qui pouvaient faire peur avec les sages-femmes. Elles m'ont prêté la fameuse BD, La naissance en BD, aussi, donc j'avais lu les 3 tomes, j'avais essayé de faire lire à mon conjoint, mais bon, il voyait pas l'intérêt de lire ce qu'on voyait, en fait, aux entretiens avec les Bah, c'est sages-femmes. une approche différente. C'est différent, mais puis ça se rejoint quand même Ça parce illustre. que ouais, même si, on parle du vortex pendant la préparation à la naissance, je crois que l'autrice, elle en parle différemment, mais ça reste à peu près les mêmes choses et en fait, j'étais tellement à fond dedans que quand je lisais, je lui montrais ce qui me tenait à cœur. Quand dans la BD, elle dit faut laisser sortir la femme sauvage qu'on a en soi et puis ben si tu cries, bah tu cries et c'est pas grave. Je dis bah tu vas voir, je vais crier et tout. Et oui, je crie. Donc il connaissait les points importants. Ouais, c'est bien. Il connaissait l'essentiel, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, avec, comme disait Julie, toutes ces lectures et notamment ces dernières notions, tu m'avais l'air plutôt prête, mais est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé le jour J? Oui, alors le jour J, j'étais prête aussi parce qu'en amont, à la maison de naissance, on a des rendez-vous possibles une fois par mois avec une professionnelle de lactation, donc qui nous explique un peu comment ça se passe, tout ça. Et après, tu as une réunion avec les mamans, les couples qui ont accouché avant toi et qui ont des conseils. Et en fait, j'avais écouté les conseils des papas et il y en a un qui dit: «Préparez votre sac pour la maison de naissance, mais aussi pour le potentiel transfert». Donc tu gardes en tête qu'il y a toujours un potentiel transfert. Et donc, le jour J, j'avais la valise prête depuis 3 semaines et les contractions, elles avaient commencé à 2 heures du matin. Ça avait commencé vers 23 heures en fait et je dis à mon chéri, je dis: «Bah, je crois que ta sortie baleine demain matin, c'est mort. Mais bon, on va aller se coucher, j'ai peut-être juste mal au bide, ça va passer». Et à 2 heures du matin, je me rends compte que quand même, ça avait fait mal à minuit, ça avait fait mal à 1 heure, ça fait mal à 2 heures et ça commence à s'intensifier un petit peu. Donc je réveille mon chéri et je lui dis: «Bah, écoute, je crois que le travail est en train de commencer». Donc forcément à 2 heures du matin: «Quoi? Hein? Je lui dis: «Non mais rendors-toi», parce que c'est ce que les sages-femmes ont conseillé à chaque fois, pendant la préparation à la naissance, c'est, «Papa, tu dors. Tu dors jusqu'à ce que maman, elle en puisse plus et là, tu te lèves et tu lui files un coup de main. Mais tu dors et tu reprends des forces parce que toi non plus, en fait, tu vas pas dormir, pendant l'accouchement». Donc je lui dis: «Non, mais rendors-toi». Dans le livre ou partout, on nous dit de prendre une douche, de prendre un bain. Bon, malheureusement, j'avais pas de baignoire, donc j'ai essayé de me mettre assise dans la douche, sous le filet d'eau chaude et en fait, assise par terre, c'était pas du tout agréable. Donc je me suis installée dans le salon. J'avais préparé une petite playlist pour être dans ma bulle, puisque on en parle dans la BD, elle nous en parle pendant la préparation aussi. C'est bien d'être dans sa bulle et pour avoir une bulle, moi, c'est la musique. Oui. Donc je suis descendue tranquillement dans le salon, sur le petit ballon, à attendre que la vague de contraction arrive et donc il devait être 4 heures du matin. J'essaye de lui faire signe, mais je voulais pas sortir de ma bulle, donc je l'ai appelé. On était sous le même toit, mais je l'ai appelé en disant: «Bon, là, j'aimerais bien que tu viennes et que tu me masses le bas du dos». Donc il est descendu, on a continué à danser ensemble. Ça, c'était vraiment chouette. Ensuite, voilà, quand j'en pouvais vraiment plus, je retournais sur le ballon, il me massait et en fait, de chez nous, on voit la mer et en fait, on a vu le soleil se lever. Donc ça nous a vraiment permis de rester, dans notre petite bulle. Le soleil se lève, et là je lui dis: ce serait peut-être bien que tu appelles, les sages-femmes parce que ça commence à faire un petit peu plus mal». Et elle nous avait prévenus de rester à la maison le plus longtemps possible et quand tu peux plus parler, en fait, c'est le moment où tu viens à la maison de naissance. Et mon chéri me dit: «Mais attends, il est que 5 heures du mat, ça fait un petit peu tôt quand même pour un dimanche pour appeler quelqu'un, même si c'est la sage-femme, on pourrait peut-être lui laisser un petit peu de temps pour dormir, allez, tu tiens encore 1 heure».
Et du coup, tu tiens encore 1 heure. Et donc il l'appelle et puis je pense que la sage-femme lui avait demandé, comment ça allait, est-ce que j'arrivais encore à répondre? Il dit: «Oui, oui, elle continue à répondre, mais je crois que ça commence à faire un peu plus mal, qu'est-ce que tu en penses?» Et puis du coup, la sage-femme lui dit: «Bah toi, qu'est-ce que tu en penses?» Donc ils étaient un petit peu perdus les 2, genre, quand est-ce qu'on se retrouve? Et on a fini par se mettre d'accord sur un moment pour y aller. On est arrivés, je crois qu'il était 7 heures du mat à la maison. Et en fait, la veille, j'avais beaucoup lu sur le faux travail. Donc j'avais aussi choisi la maison de naissance pour éviter, les touchés vaginaux, trop fréquents. Et je lui dis: «Bon, tu veux bien regarder quand même? Parce que si c'est du faux travail, il faudrait que je le sache et puis que je rentre chez moi, que je t'embête pas aussitôt un dimanche matin». Et du coup, c'était dilaté de moitié. Ouais. Déjà, on avait fait la moitié du chemin, donc elle me dit: «Bah non, tu vas rester ici, on a remis notre musique, on a ressorti les ballons. Il y avait l'écharpe de suspension au plafond et puis on est restés dans notre bulle. Les sages-femmes nous avaient prévenus qu'elles allaient venir, repartir, elles feraient tout pour nous laisser dans notre bulle. Alors, mon chéri m'en a parlé après, mais il avait un peu flippé. Il s'est dit: «Mais attends, on est toute seule, je vais quand même pas t'accoucher tout seul». Et en fait, non, les filles sont revenues quand, les contractions commençaient à être un peu plus sonores. Il y en a une qui est venue prendre le relais, donc elles étaient 2, pendant l'accouchement. Une qui est venue prendre le relais pour que mon chéri puisse aller, se faire un café, boire de l'eau, reprendre un peu des forces. On avait pris, des mix de fruits secs avec des noix, des machins, donc il est parti manger. Il m'en a proposé aussi et en fait, j'avais toujours faim. On m'avait dit: «Ouais, tu verras, au moment où tu accouches, tu auras pas faim». Non, c'est pas vrai. J'ai essayé d'aller dans le bain, je pense qu'il était 10 heures. J'avais lu que ça ralentissait, enfin ça diminuait un peu les contractions. Donc j'ai essayé d'aller dans le bain et puis finalement j'étais pas très confortable, j'ai essayé d'aller dans le lit. C'était pas confortable non plus, donc je suis retournée sur le ballon et le tapis. Et je sais plus à quel moment, les sages-femmes m'ont dit: «Bah, tu veux pas réessayer de retourner dans le bain?» Je pense que les contractions étaient encore plus sonores et pour le coup, je suis retournée dans le bain, j'ai vomi. Ah. Et elle me dit: «Non mais t'inquiète, c'est normal», et en fait, c'est vrai qu'elles te disent souvent, un accouchement, c'est comme un marathon. Sauf qu'en fait, je suis pas marathonienne du tout, je suis même pas sportive et du coup, j'étais pas préparée à l'effort physique qui allait arriver et donc c'est à ce moment-là que les 2 sages-femmes sont restées dans la salle de bain avec moi parce que je voulais accoucher dans l'eau. Donc là, tu perds complètement la notion du temps et à un moment donné, je lui dis: «Mais tu peux quand même vérifier pour voir où est-ce qu'on en est? Parce que si je suis pas prête, je préfère sortir de l'eau» parce que je voulais pas accoucher dans la piscine parce que je voulais pas être dehors. Et mais la baignoire, c'est un petit. Donc tu es un peu en position grenouille, pendant tout le temps et ça commençait à faire mal. Donc elles m'ont installé, l'écharpe de suspension au-dessus de la baignoire, donc là, ça allait déjà un peu mieux. Et donc au moment où, la sage-femme m'examine, elle me dit: «Beh non, là, tu vas bientôt, rencontrer ton enfant. Là, c'est plus le moment de sortir, de l'eau». Sauf qu'il se passe un temps, tu as l'impression qu'il se passe encore 3 heures, même si ça se trouve, ça faisait que 20 minutes. Et je lui dis: «Non mais c'est bon, là j'en peux plus, on va aller à l'hôpital». Elle me dit: «Bah non, en fait, ça se passe super bien, le cœur du bébé va très bien, si tu vas à l'hôpital, ce serait dommage parce que du coup, ça va peut-être, arrêter ton travail». Et tu dis: «Bon allez, on s'accroche». Elles sont toujours à te soutenir. À chaque fois que tu as envie de dire des gros mots, à chaque fois que tu cries, à chaque fois que elles sont toujours à te soutenir: «Allez maman, tu fais du super travail, tu vas bientôt rencontrer ton enfant». Du coup, ton chéri dit la même chose, elles te passent de l'eau chaude, elles te font des massages, le chéri qui te tient, qui te soutient, qui te caresse. C'était vraiment un travail d'équipe et vient le moment où je perce la poche des os. Ça fait comme un pop et je crois que, ouais, vraiment peu de temps après, tu commences à sentir vraiment, comme si tu avais pas senti, mais à sentir vraiment, le bébé, descendre. Et à un moment donné, je regarde les sages-femmes et je leur dis: «Mais je peux pousser?» Et elle me dit: «Bah, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que toi, tu sens dans ton corps que tu veux pousser? Sinon, t'attends encore un petit peu». Et là, je sentais vraiment qu'il fallait que je pousse. Il se passe rien et je la regarde, je dis: «Mais
le bébé, il est bloqué. Elle me dit, mais non, rappelle-toi les cours. Et en fait, bah oui, elles nous ont tellement bien préparé que tu te rappelles le cours où la tête se remet dans le bassin, machin, pour essayer de passer. Et peut-être 2 ou 3 poussées plus tard, bah il y a la tête qui Oui, sort. du coup, c'était rapidement après, en fait. Ouais, 2-3 ouais. poussées, c'est rapide. Enfin, c'est... Après, je te dis ça, c'est dans mes souvenirs, hein. Ça se trouve, j'avais poussé plus que ça, je sais plus du tout. Donc j'ai touché la tête par curiosité. C'était assez fripé et plein de cheveux. J'ai continué à pousser la tête et la première... Ouais, je crois que les 2 épaules étaient sorties. Et je regarde la sage-femme et je lui dis, mais en fait, j'en peux plus. Et tu sens qu'il faut pousser encore un peu, peut-être 3, 4, 5 fois, mais t'en peux plus. Et là, elle te regarde et elle te dit, bah écoute, je vais t'aider. À la prochaine contraction, tu me dis, quand tu pousses, je t'aide. Et voilà, elle m'a aidée et t'avais l'impression que c'était une libération. Et voilà, le bébé était dans l'eau et elle me dit, bah, tu peux récupérer ton enfant. Et en fait, t'as un petit bug. Tu dis, bah, comment on fait? T'as un petit bébé qui bouge dans l'eau, tu sais qu'il va pas se noyer puisqu'il a pas encore été en contact avec l'air. Et tu dis, ok, mais non, fais-le. Ah non, c'est ton enfant, tu le récupères. Et donc voilà, j'ai rencontré mon enfant que j'avais pas vu depuis l'échographie du 7e mois, où on avait vu, c'était un bébé très pudique, et on avait vu que le nez, la bouche et les joues. Et en fait, quand tu le sors de l'eau, ben c'est la première chose que tu vois, le nez, la bouche et les joues. Et c'était magnifique. Et on connaissait pas le sexe de l'enfant. On avait gardé la surprise. Donc les filles m'ont aidée quand j'ai récupéré l'enfant. Elles l'ont essuyé, l'ont posé contre moi. Et c'est à ce moment-là, une fois que le bébé est sorti, que moi j'avais demandé l'injection d'ocytocine pour aider à la sortie du placenta. Donc elle me fait l'injection dans la cuisse. Et en fait, je crois que ça n'a même pas eu le temps de faire effet, ou alors ça fait effet super vite. Mais c'est sorti tout de suite. C'était lié à une peur ou à quelque chose de particulier, le fait que t'aies souhaité cette injection d'ocytocine? Bah oui, j'avais peur d'être transférée. Donc je m'étais dit, si tu prends la charge d'ocytocine, au moins t'es sûr que ton utérus il va bien contracter, il va bien tout sortir. Après, il y a toujours une chance que ça se fasse pas. Mais je crois que j'ai eu une Non, bonne mais je me demandais étoile. s'il y avait une question héréditaire ou un récit ou quelque chose qui avait pu particulièrement t'inciter ou tu vois ou t'amener à faire cette demande spécifique. Non, c'est seulement parce que dans le livre, j'avais vu, ils en parlent à un moment donné, j'avais vu que on pouvait, bah, si tu te fais hospitaliser parce que le placenta n'est pas sorti, on pouvait venir récupérer à la main et j'avais pas spécialement envie de ça. Oui, Ouais, ça c'était je suis pas sûre que quelqu'un ait une très petite envie. angoisse. Ouais. Oui. Oui, je pense que personne n'a envie de ça. C'est sûr. Et voilà, c'était vraiment le seul truc médical qui a été fait durant l'accouchement, c'est l'injection d'ocytocine. Et du coup, t'as été rassurée du fait que ça sorte rapidement, j'imagine. Oui, oui, oui. Ouais, et puis t'as envie de sortir de là, en fait. T'as envie de sortir, t'as envie de te rincer, t'as envie... Et donc, et ça, je le voulais aussi. Je voulais que le pot à pot se fasse un peu avec le papa. Donc, une fois que le placenta est sorti, on a coupé le cordon. Au moment de couper le cordon, je dis aux filles, mais quelqu'un a vu le sexe du bébé? Ah bah non, c'est toi qui as récupéré le bébé dans l'eau, t'as pas regardé. Et en fait, j'étais tellement focalisée sur son visage que j'ai pas fait gaffe. Donc, au moment de couper le cordon, donc c'est le papa qui l'a fait, on a découvert que c'était un petit garçon. Et une fois le cordon coupé, papa est parti avec le bébé s'allonger dans le lit en peau à peau. Et moi, j'ai pu du coup prendre le temps de me remettre debout, de me rincer et d'aller m'installer tranquillement dans le lit à côté. Ça marche. Je voulais revenir un peu en arrière pour discuter peut-être un peu plus du rôle de ton compagnon. Donc, tu nous as parlé des fruits secs qu'il t'a proposé au début et du fait qu'il était là tout le long. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qu'il a pu faire pour toi durant l'accouchement? Bah, il m'a soutenue.
avec que des belles paroles pendant tout le long. C'est tu es forte, tu y arrives, ça va bien se passer. Il y a eu les massages, donc la sage-femme lui avait montré un petit peu aussi les massages dans le bas du dos, comme ça ils ont pu se relayer. Et puis juste le fait d'être physiquement là, de me tenir la main pendant tout le temps. Ah oui, il m'a tenu la main pendant tout le temps. Et il me dit, tu sais, à un moment, j'ai eu l'impression que tu allais me péter les coudes parce qu'en fait, j'avais mal. Du coup, j'ai appuyé sur ses mains vers le fond de la baignoire sans penser que lui, il avait les rebords. Donc ouais. Après, c'est des douleurs qu'il a vite oubliées et je pense que il m'en veut pas. Non, il a été là physiquement, moralement et verbalement tout le temps. Oui, c'est cool. Et pareil pour tes sages-femmes, tu nous as un peu dit qu'elles vous avaient laissé du temps, qu'elles avaient fait du va-et-vient et qu'à la fin notamment elle t'a aidé. Et il y a cette histoire de massage dont tu parles là, mais est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur comment elles ont pu t'aider tout le long de l'accouchement? C'était beaucoup d'encouragement, beaucoup de tu vas y arriver parce que pendant la phase de désespérance, ça, t'as envie de lâcher l'affaire. Tu te dis bon en fait c'est bon quoi, accouchement physio c'est bien pour le corps, mais là je peux plus. Et non, elle te rebooste tout le temps. Mais rappelle-toi, c'était ton projet, c'est ce que tu voulais faire, t'y arrives, ça se passe bien. Ouais, c'était quand même des coachs en fait de l'effort de ce Les moment-là. coachs de marathon. Des coachs de marathon, exactement. Et du coup, on se demandait si avant d'accoucher, avec les lectures que tu avais eues ou notamment tes copines ou toutes sortes d'infos que tu aurais pu glaner à droite à gauche, est-ce que tu avais entendu combien de temps pouvait durer un premier accouchement ou est-ce que tu t'étais imaginé la durée du tien? Enfin, qu'est-ce que tu t'étais imaginé sur les heures qui allaient se passer pour ce marathon? On m'avait souvent répété que on avait le même cycle que nos mamans. Ok. Et du coup, peu de temps avant l'accouchement, je dis mais en fait maman, comment ça s'est passé pour toi? Et donc elle me dit pour toi et ta sœur, j'ai accouché peut-être 10 jours ou une semaine avant le terme. Et pour moi ça avait duré 10 heures. Donc moi je m'étais dit OK, c'est bon, de toute façon je vais accoucher avant le terme et ça va durer 10 heures. J'ai accouché à 39 semaines plus 5 jours, donc un petit peu avant la 41e semaine et ça a pas duré 10 heures, mais ça a duré 12 heures. Oh, ça va, c'est raisonnable par Ouais, rapport à ta mère. parce que je crois qu'à un moment donné, je savais plus quelle heure il était et je m'étais dit: «Ah c'est bon, il reste plus que 2 heures». Bon, il en restait 4 mais C'est marrant ça de penser à regarder, d'avoir cette pensée-là. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de la perception du temps que tu as pu avoir pendant l'accouchement? Tout à l'heure, tu nous disais par rapport à tes souvenirs, mais est-ce que oui, tu arrives à retracer si tu avais pu trouver ça long ou au contraire si c'est passé vite? Puisque là, tu nous parles de: «Ah bah ça va, il reste plus que 2 heures». Finalement, il en restait 4. Enfin, voilà, toute cette notion du temps est parfois un peu particulière pendant l'accouchement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Je crois que j'avais réussi à garder la notion du temps jusqu'à 10 heures du matin, seulement parce que ma mère avait appelé, en fait. Pendant le travail, elle avait appelé puisque j'appelle souvent mes parents le week-end et bizarrement, ce dimanche-là, j'ai appelé personne et C'était je dis suspect. à mon chéri, je dis: «Tu peux dire à ma mère d'arrêter d'appeler, s'il te plaît?» parce que du coup, sur l'enceinte, Oui. Ah oui. c'était appelle maman, appelle maman. J'étais là, mais non, je voudrais juste ma musique pour rester dans ma bulle. Dis à ma mère d'arrêter d'appeler. Et donc il décroche, il dit en fait elle est en plein travail, voilà, ça y est, c'est parti quoi. Et ma mère n'habite pas sur l'île de Tahiti, donc elle dit OK, je prends mes billets, j'arrive. Voilà, c'est le seul moment où j'ai fait attention au temps. Après, j'ai retiré ma montre. Je voulais rester dans ma bulle jusqu'à la fin, donc j'ai pas fait Ouais. gaffe plus que ça au temps. Je sais qu'on était bon dans les temps par rapport à la rupture de la poche des os et tout ça, puisque finalement le bébé est sorti Oui, assez vite elle après, a rompu assez tard. parce Oui. que c'est un ressenti. Ouais. Ouais, j'espérais avoir un bébé coiffé parce que je trouvais ça cool, mais en fait, ça s'est pas passé, c'est pas très grave. Mais ouais, la notion du temps, c'est pas évident parce qu'en fait, elles te disent de lâcher prise entre les contractions et quand les contractions s'intensifient. J'avais réussi à vraiment lâcher prise, t'avais vraiment l'impression de pas dormir, mais
Mais du coup, ouais, tu penses pas à regarder Oui, l'heure. j'imagine. Mais du coup, au-delà de regarder l'heure, tu peux avoir un sentiment que ça passe vite ou au contraire que ça passe lentement, même si c'est très subjectif. Tu te souviens un peu comment t'as traversé ça? Bah, du coup, suite au récit de certaines copines qui voulaient accoucher en maison de naissance et qui ont voulu un transfert ou qui ont été transférées, j'ai pas trouvé le temps long parce que j'ai une amie qui est partie parce qu'elle commençait à avoir vraiment trop de douleurs et ça faisait genre 18 heures qu'elle avait des contractions. Et une autre copine qui avait passé 2 jours de contractions. Donc forcément, à côté de ça, mes petites Ouais. 12 heures, et dans les 12 heures, il y a aussi la sortie du bébé. Donc non, j'ai pas trouvé ça, j'ai trouvé ça long au moment de la période de désespérance. Mais en fait, tu sens que la délivrance est arrivée assez vite finalement. C'est juste Ouais. le ressenti quand t'es dans la douleur et quand tu vas bien, Oui. forcément. Après, la phase de désespérance, elle arrive à la fin en même temps, donc... Ouais, ouais, ouais. Donc t'as l'impression que c'est long, mais je pense vraiment ça a dû durer 1 heure au grand max. Et bon, un accouchement, on est d'accord que c'est fatigant, mais est-ce que tu as ressenti des moments vraiment de fatigue où tu t'es posé des questions sur comment ça allait se passer ensuite, enfin, des choses un peu de ce type? En fait, les sages-femmes m'ont conseillé une autre position. Je sais pas pourquoi je m'étais entêtée à vouloir accoucher soit à 4 pattes, soit accroupie. Et à un moment donné, les filles me disent: «Mais en fait, allonge-toi, tu peux». Mais je peux pas accoucher allongée. Elles me disent: «Si, si, en fait, tu peux accoucher allongée si tu te mets légèrement sur le côté, tu lèves une jambe». Et en fait, c'est comme ça que mon bébé est sorti. Du coup, au niveau de la fatigue, physique, non, ça allait, c'était la douleur qui commençait à devenir un peu, lourde sur la fin. Mais comme on était tellement proches de rencontrer notre bébé, j'ai gardé toutes mes pensées pour Ouais. moi. J'ai pas verbalisé que je voulais aller à l'hôpital et que je voulais qu'on vienne chercher mon bébé, voilà. Je l'ai gardé pour moi parce que je voulais aller au bout du Qu'on aille le projet. pêcher. Ouais. Le secret. Voilà. On se demandait aussi, est-ce que le fait notamment qu'on t'ait laissé ton temps, qu'on t'ait laissé un peu cette liberté de mouvement et d'organisation, on va dire, pour être un peu grossier, pour sentir notamment les choses qui te traversaient et ce que tu voulais faire de ton corps et de tes positions, est-ce que ça t'a paru normal ou est-ce que ça t'a interloqué par moments où tu t'es dit: «Ah, c'est fou, enfin, on me laisse mon temps», enfin voilà, comment t'as senti un peu cette idée qu'on te laisse agir comme tu le sentais? Ça fait toujours plaisir d'être libre, d'avoir la liberté de mouvement, d'avoir. Après, c'est mon premier enfant, premier accouchement, je sais pas comment trop ça peut se passer autrement. Et durant la préparation à l'accouchement, les sages-femmes nous avaient envoyé une feuille avec tout plein d'illustrations, tout plein de positions possibles pour aider au travail. Et la sage-femme m'avait dit: «De toute façon, tu feras bien ce que tu as envie de faire. Tu peux regarder les illustrations pour te donner une idée, mais le jour J, tu feras en fonction de toi, en fonction du bébé». Et c'était juste trop bien parce que du coup, j'ai essayé le lit et c'était pas possible. Et en fait, c'est vrai que c'était chouette de pouvoir s'écouter et de faire en fonction de la douleur et du ressenti. Et j'espère ne pas avoir d'autres accouchements différents de celui-là parce que c'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir Mais s'écouter. c'est super, merci pour ce récit, qui a l'air de couler de source, même si tu parles de marathon et de vomi et de phase de désespérance. On a l'impression quand même que ça s'est déroulé plutôt facilement, si on peut dire facilement pour un accouchement, n'est-ce pas? Ouais, ouais, c'était fluide. Fluide. Et du coup, c'est une belle aventure que tu nous as partagée là. Ça me fait plaisir de le partager parce qu'en fait, j'ose pas forcément parler de mon accouchement autour de moi parce qu'on sait jamais comment la personne en face de toi a vécu le Mmh. sien. Et du coup, ça me fait plaisir de pouvoir partager mon premier accouchement physiologique en maison de naissance qui s'est super bien passé, Ouais. contrairement à ce qu'on peut en Oui. croire. Ouais. Bah, c'est des croyances, quoi. Ouais.
Du coup, maintenant que tu nous as raconté tout ce marathon et cette rencontre avec ton enfant, est-ce que tu peux nous parler de l'instant qui a suivi, c'est-à-dire le moment où vraiment les sages-femmes sont venues à vous et ont prodigué des soins, fait, j'imagine, quelques vérifications de constante sur toi et sur bébé pour savoir si tout allait bien, nous dire un petit peu ce qui s'est passé, mais aussi le temps que ça a pris, vu qu'on sait qu'il y a une durée minimale à rester dans les lieux, et puis comment s'est passé votre départ? Alors elles sont après la naissance, donc je sais même plus si bébé était en peau à peau, bébé était en peau à peau avec son père. Et en fait, on s'est endormis, on était KO. On s'est endormis tous les deux, tous les trois. Et elle nous avait dit, ben nous, on va aller manger parce que c'était un marathon pour elles aussi. Donc elles ont fait une petite pause. Elles sont revenues peut-être 3 heures après parce que ben, moi, j'avais besoin de soins de la part de la sage-femme. Et puis, du coup, je crois qu'on a fait la tétée de bienvenue. Pendant qu'elle me faisait les soins, j'avais besoin de points de suture. Et en fait, pour avoir l'esprit focalisé sur autre chose que son aiguille et son fil, on avait fait la tétée de bienvenue comme ça. Ouais, on l'avait pas mis au sein tout de suite. Donc non, en fait, je crois qu'on a dormi 1 heure. On a dormi qu'1 heure et elles sont revenues Oui. après. Elles ont fait les soins sur moi d'abord, comme ça je pouvais allaiter bébé. Puis alors c'est trop mignon quand ça commence à Mm. grimper tout seul vers le sommet. Et puis en fait, c'était pas si simple que ça. Donc on avait dû attendre qu'elle ait fini pour le mettre au sein parce que j'ai dû m'allonger en fait et allonger le bébé à côté de moi. C'était plus simple comme ça que moi allongée sur le dos et j'avais pas l'impression de pouvoir me mettre dans une autre position à ce moment-là puisque ça commençait à tirer un peu en bas. Donc elle avait commencé par moi. Elles nous ont relaissé encore nous reposer un petit peu. Et je crois que vers 4h30 après la naissance, elles sont venues nous voir en disant bon ben en fait c'est comme vous voulez, mais là dans une demi-heure vous allez pouvoir rentrer à la maison. On va faire les derniers soins sur bébé avant de partir, vérifier que tout va bien. Mais vous avez l'air d'aller très bien, bébé elle va très bien, donc si vous voulez, dans une demi-heure, vous pouvez rentrer chez vous. Et comme ma maman avait pris son billet et que moi je m'étais privée de charcuterie pendant 9 mois, j'ai dit bah si tu m'en veux pas, je vais aller manger de la charcuterie et du fromage chez moi. Et donc elles ont fait les derniers soins sur mon fils. Je sais pas du tout ce qu'elles ont fait parce que j'étais focalisée sur la recherche de la vitamine K. Pas de la charcuterie, ça va. Ouais. Non, non, comme j'avais bien tout empaqueté, je savais que la vitamine K était dans notre sac et on la trouvait pas. Et en fait, c'est parce que l'une des deux sages-femmes l'avait déjà préparée. Ah oui. Voilà. Elle avait déjà sorti du sac, donc je sais pas ce qu'elles ont fait, mais j'imagine qu'elles ont fait les tests normaux. Oui. Je sais que j'ai lu à propos de ça, mais ouais. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'elles étaient parties parce qu'elles aussi, elles avaient besoin, en effet, de reprendre des forces pour manger, etc. Juste pour précision, elles sont allées manger dans la maison de naissance au niveau de la cuisine. Si Ah, mais juste derrière la porte de la chambre. oui, oui. Non, parce que tu dis elles nous ont laissé 3 heures. C'est juste pour que vraiment les personnes qui nous écoutent aient conscience que elles étaient quand même à proximité. S'il y avait besoin de quoi que ce soit de votre part, vous pouviez absolument les appeler à tout moment. Elles étaient à côté, quoi. Ah oui, oui, en fait, elles nous ont jamais lâchées, hein. Elles sont toujours dans la maison de naissance. C'est juste qu'elles étaient pas forcément avec nous dans la chambre, soit pour nous laisser dans notre bulle au moment du temps de travail, soit pour nous laisser aussi profiter de nos premiers instants avec le bébé, quoi. Oui, oui, je comprends bien. Je pense que du coup, ça vous a permis en effet d'apprécier aussi cette première rencontre avec votre enfant et puis un temps de repos aussi. Ça fait toujours du bien après un accouchement. Et est-ce que tu as pu avoir l'occasion de revenir sur justement tout ton accouchement, tout le déroulé de ton accouchement, soit à ta demande, soit ta sage-femme peut-être a souhaité en reparler avec toi pour une raison ou pour une autre? Et si oui, est-ce que ça a eu lieu justement dans les locaux de la maison de naissance, vraiment en postpartum immédiat, ou est-ce que c'est arrivé plus tard, lors du suivi à domicile? On en avait reparlé un petit peu pendant le suivi postpartum quand elles sont venues à la maison.
Mais en fait, ça s'était tellement bien déroulé qu'on n'a pas eu besoin d'évoquer des points précis. C'était juste ah bah t'as été une warrior, t'as fait ça super bien. Il n'y avait pas eu de moment où on a reparlé de ce qui s'est passé exactement. Oui, finalement, c'était rediscuter d'un bon moment partagé Exactement. autour d'une tasse de café ou d'un bon jambon, on sait pas. Comment ça s'est passé du coup, le suivi à domicile? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en tout cas de ce qui t'en reste? Comment elles t'ont accompagné à domicile? C'est-à-dire, à quel rythme elles sont venues? Combien de temps elles restaient à chaque fois? À quel moment ça a commencé à s'espacer? Ou peut-être à quel moment c'était plus des visites à domicile, mais c'était à toi peut-être de retourner, les voir, à la maison de naissance? Ça s'est déroulé comment dans ton cas? La première semaine, elles sont venues tous les jours. Tous les jours et elles passaient au minimum 1 heure avec moi et avec, le bébé. Il faut savoir qu'à Tahiti, le congé paternité, c'est 3 jours, Mmh. hein. Donc quand elles venaient, ouais, elles ont pas beaucoup vu le papa. C'était vraiment juste, bébé et moi et donc elles nous ont toujours dit, même pendant la préparation à la naissance: «Si vous sentez que vous avez besoin qu'on reste plus qu'1 heure de consultation, il y a pas de souci. On f trouvera toujours le temps», et je trouvais que l'allaitement, même si, mon bébé il a vite trouvé comment, téter facilement, c'était la position de mettre le bébé, qui était un peu difficile et c'est ça qui est bien aussi dans le fait qu'il y a un roulement de sage-femme et de pas toujours avoir la même, c'est que du coup, j'ai eu plusieurs conseils différents et quand tu les mets bout à bout, bah, tu finis par trouver, la position qui te convient le mieux et qui convient le mieux au bébé. Donc 1re semaine tous les jours, c'était très agréable et ensuite, quand elles ont vu que ça se passait plutôt bien, au niveau du postpartum, moi, j'ai eu ma maman qui est restée avec moi à la maison, pour nous aider du coup sur les tâches ménagères, sur tout en fait. Elle nous a aidés sur tout puisque comme j'ai eu des points de suture, je me sentais pas très à l'aise de me déplacer ou de me pencher en avant. Donc moi, je m'occupais vraiment que de moi et d'allaiter le bébé. Et ensuite, tout le reste, bah, c'était mon conjoint et ma maman qui se relayaient, pour les couches, pour les tâches ménagères, pour tout ça. Du coup, j'allais bien, j'étais bien reposée et les sages-femmes ont commencé à venir, je crois, 1 fois par semaine jusqu'au 1er mois de bébé et au 1er mois, c'était à moi de retourner à la maison de naissance. Ça t'a convenu? C'était, d'un commun accord? Si t'avais voulu, qu'elle revienne plus souvent, tu disais qu'elle reste plus longtemps, sur les premiers rendez-vous, mais si t'avais souhaité, qu'elle revienne plus souvent ou que, toi, tu puisses avoir, plus de consultations, même une fois que c'était à la maison de naissance, tu penses que ça aurait été possible? Oui. Ah oui, oui, elles sont complètement disponibles pour leurs patientes. C'est ça aussi qui fait qu'on n'a pas du tout regretté de se diriger vers une maison de naissance, c'est que elles sont là pour toi, pour t'accompagner et c'est génial parce qu'on entend tellement parler, de dépression postpartum que, bah, tu sais qu'au moins tu as une petite bouée de secours si jamais tu as la tête trop sous l'eau, tu sais que tu peux appeler les sages-femmes à n'importe quel moment et elles trouveront toujours un moment pour passer te voir ou toi pour venir les voir à la maison de naissance. Mmh. Et justement, je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire parce que, entre autres, ce mois-ci, on parle du temps de l'accouchement. Le temps de l'accouchement, ça peut être très bref si on ne parle que des heures qui concernent l'accouchement à proprement parler, mais en effet, il y a aussi tout ce qui s'ensuit et qui peut prendre justement beaucoup de temps. Quand tu dis qu'elle reste disponible pour vous, est-ce que aujourd'hui que ton bébé a plusieurs mois, si pour une raison ou pour une autre, tu avais un conseil à demander, si tu avais une question, une peur vis-à-vis de quelque chose que toi tu peux ressentir justement émotionnellement ou vis-à-vis de ce que tu peux constater peut-être de ton bébé, une attitude qui varierait ou quoi, est-ce que tu penses qu'elle serait aussi là, même des mois après, pour te répondre et pour t'accueillir encore aujourd'hui? Bah, elles le sont en fait, elles le sont complètement. Moi je continue à les contacter, à la moindre, interrogation, surtout, par exemple il y a pas longtemps j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai commencé à avoir une boule au niveau du sein pendant l'allaitement et je me suis dit: «Mince, il y a un truc qui se passe», et je le problème de lire aussi, c'est qu'on sait trop sur les problèmes qu'il peut y avoir et parfois c'est pas forcément un problème et donc j'ai pas hésité à les contacter et elles m'ont tout simplement, guidée
pour un massage, pour voir si ça allait mieux. Et en fait, je suis contente parce que j'ai pas eu besoin de me déplacer pour prendre rendez-vous avec un médecin ou avec qui que ce soit d'autre. Elles m'ont donné les bons conseils dont j'avais besoin au moment où il fallait. Et au bout de même pas un jour et demi, avec les massages qu'elle m'a conseillés, c'était parti. Ouais, c'est super ça. C'est vraiment intéressant ce que tu viens de nous partager en général, toute notre échange, mais aussi justement de savoir que les sages-femmes en maison de naissance peuvent être, comme tu disais, une ressource, que ce soit par rapport justement à la dépression du postpartum qui touche quand même un certain nombre de femmes, mais aussi des mois après, à la moindre question, ça peut être un bon conseil ou un petit truc qui fait que, en effet, ça évite de la consultation. Et puis j'imagine en plus que tu as toute une liberté du fait de tout ce lien qui s'est créé, de toute l'aventure que tu as vécue avec elle, qui fait que c'est plus simple aussi d'aborder parce qu'elles connaissent ton corps, elles connaissent ton dossier, elles connaissent ton bébé. Merci de nous avoir partagé tout ce temps, tout ce vécu en fait, avec aussi tout ce qu'elles peuvent offrir, elles, en tant que professionnelles, en termes de temps, d'accueil et de conseils. Merci à vous. Est-ce que tu as quelque chose à raconter avant qu'on passe à la conclusion, quelque chose qui te paraît important sur ton récit ou le postpartum? Oui, sur le postpartum, j'ai une amie qui m'avait parlé, qui avait beaucoup insisté sur le mois d'or. Et en fait, c'est hyper important si tu peux installer ce mois d'or à la maison. Et en fait, c'est le premier mois de ton bébé où tu te consacres que à toi et à nourrir et à changer ton bébé, en fait. Et tout le reste, c'est organisé soit par ton conjoint, soit par ta famille, soit par tes amis. Mais c'est tellement important de pouvoir te reposer et de t'éviter la charge mentale, la charge mentale quotidienne, alors qu'en plus tu es en train de découvrir ton nouveau-né. C'est un conseil que je peux donner à toutes les mamans et futures mamans, c'est respecter ce mois d'or et congeler des plats s'il faut, mais vous prenez pas la tête, quoi. Consacrez-vous à votre bébé. Oui, c'est clair qu'il est important ce mois d'or. Et tu as eu la chance, de ce qu'on a compris, de le traverser presque en entier en tout cas. Oui. Ouais. Du coup, maintenant, on se demandait si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance? Oui, parce qu'en fait, je voudrais accoucher nulle part ailleurs qu'en maison de naissance. J'y retournerai sans problème. Ouais. Et maintenant que tu nous as parlé de toute ton aventure de grossesse et d'accouchement et tout ce que ça t'a apporté, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Du coup, la maison de naissance, pour moi, c'est un cocon. C'est un cocon où tu es entendu et respecté et où on fait participer le papa aussi et où on met à l'aise les parents et le coparent. Merci pour cette nouvelle définition et merci pour tout ce que tu nous as partagé. On espère encore et toujours que nos auditeurs et nos auditrices pourront entrevoir ou alors repenser, pour celles et ceux qui l'ont vécu, ce temps si particulier de l'accouchement, comme on disait, et qui est finalement un temps assez unique, un temps suspendu, mais un temps bien éprouvant quand même. Et comme le veut la tradition, je vais te poser la question que je pose à toutes nos invités en fin d'interview. C'est à savoir, est-ce que tu aurais une astuce ou un tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaitent accoucher physiologiquement ou qui ont en tout cas un projet d'accouchement en maison de naissance? Oui, alors j'en avais parlé tout à l'heure, c'est les réunions de partage. Je sais pas si ça se fait dans toutes les maisons de naissance, mais si les mamans qui ont ce projet d'accouchement physiologique, le conseil que je leur donnerais, c'est vraiment d'aller à ces réunions de partage. C'est très important parce qu'en fait, on se rend compte que non seulement les mamans, elles partagent des moments très émouvants et elles ont toutes des petits tips intéressants. Mais moi, ce que je retiens, c'est surtout que quand il y a les papas qui viennent, ils ont aussi leurs tips et c'est pas négligeable parce que eux, ils pensent à la logistique ou à des choses qui les ont peut-être dérangés eux dans leur expérience. Et en fait, ils sont super sympas de partager ça avec nous et de nous prévenir que, par exemple, mettre le cosy dans la voiture un peu avant le terme, c'est pas grand-chose, mais en fait, quand on découvre le cosy,
Mais c'est un casse-tête installé dans une voiture et t'as pas envie de le faire au moment où ta femme a des contractions. Et par exemple, voilà, préparer le sac avec ce qu'il faut pour peut-être 5 heures à la maison de naissance ou 3 jours à l'hôpital, c'est mieux que se retrouver tout seul face à un dressing et tu sais pas ce qu'il faut ramener pour ton enfant ou pour ta femme. Voilà, moi, c'était les petits tips qu'il y avait eu à ce moment-là dans les réunions de partage et je trouve que c'est super important d'écouter les papas aussi. Oui, surtout que c'est des témoignages souvent qu'on a moins dans les récits ou dans les lectures ou en général. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. En tout cas, merci beaucoup Vaya pour tout le récit de ton aventure en maison de naissance et aussi pour la confiance que tu nous as accordée en venant parler à notre micro. On te souhaite une très bonne continuation, une belle petite vie à toi et ta petite famille. Et puis, n'hésite pas à nous recontacter si jamais un deuxième projet en maison de naissance avait lieu. Merci. Au revoir. Au revoir, Vaya. Au revoir, Vaya. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.